On va démarrer. Merci à tous et à toutes d'être donc présents. Nous recevons Kint Partners ce soir avec Violaine et Igor, donc, que vous avez aperçus à l'écran. On parlera ensemble de l'hybridation du marché. Ils nous diront que le marché du CDI, du management de transition et des différentes autres formules ou formats qui existent, eh bien, tout cela a tendance à devenir hybride. Ils nous diront comment. Ils nous parleront également du management, non pas de transition, mais du management de situation. C'est une façon de dénommer l'activité qu'ils ont créée il y a 2 ans, je dirais, à la création de Kint Partners. L'ordre du jour, peut-être que je vais vous mettre à l'écran, va être celui-ci. Vous l'avez là. Je vais présenter en quelques slides le cercle, en 3 slides, pas plus. Ensuite, Igor et Violaine interviendront justement sur l'hybridation du marché et le management de situation, dont ils nous rappelleront comment ils le définissent. On passera bien sûr à la partie des questions-réponses, qui sera le volet le plus important. Et là, on interviendra évidemment à la fois sur leur intervention, mais sur le marché en général, la situation actuelle et toutes les questions que vous oserez poser à Igor et Violaine. On fera un dernier petit sondage et puis on conclura d'ici 1 heure. Allez, le cercle du management de transition, pour ceux qui ne le connaissent pas, eh bien, c'est un outil de centralisation d'informations spécifiquement à destination des managers de transition ou des managers de situation, des services pour nous aider à trouver une mission, comme vous le voyez à l'écran, à réseauter, à échanger, à gagner en visibilité, à se former, s'informer. Voilà, une cinquantaine de services que j'ai découverts tout au long des 2 dernières années et qui sont des plus-values intéressantes pour les managers de transition, pour que l'on soit plus performant dans notre activité. Voilà, simplement un slide sur chacun des 3 services principaux. L'annuaire des entreprises de management de transition, il y en a 111 qui sont référencés, dont Kint, évidemment, et qui sont mises à jour. L'annuaire des 387 consultants, on va dire, ou personnes qui travaillent dans ces 111 cabinets ou entreprises de management de transition. Vous en avez quelques-uns à l'écran. Et puis, le troisième service le plus prisé, on va dire, c'est la publication des offres de mission qui sont publiées sur Internet, ou qui me sont de plus en plus transmises par des EMT bien pour publication sur le cercle, sans que cela ne soit publié en grande largeur sur Internet, mais qu'à destination des membres du cercle. Voilà, 2100 missions ont été publiées déjà depuis 16 mois. Voilà pour ce qui est du cercle. Je vais rapidement présenter Violaine, qui est ici à l'écran, et d'ailleurs Igor, qui sont tous les deux cofondateurs de Kint ou Kint Partners, directeur associé évidemment. Ils ont créé cette structure il y a 2 années, je l'ai dit. Pourquoi avoir invité Kint? Eh bien, pour plusieurs raisons. C'est une jeune structure qui démarre fort. Quand j'ai rencontré Igor il y a quelques mois, Igor me disait qu'ils avaient en 2 années réalisé et mis en place 80 missions, ce qui est assez colossal, on peut le dire, hein, en 2 ans. Ce sont des personnes que je trouve attachantes, je le dis clairement, et sans phare, des personnes qui s'engagent. On en a parlé avec Igor, et je vous invite d'ailleurs à aller voir sur LinkedIn le post de Violaine, le post réalisé par Violaine sur ce qu'a fait Igor ces dernières semaines ou derniers mois. Kint accompagne par exemple des réfugiés ukrainiens, et Igor a même donné de sa personne en allant à la frontière polonaise. Je le dis clairement parce que c'est sur LinkedIn, hein, Igor, mais je veux ainsi montrer qu'on invite au cercle
pas simplement des entreprises de management de transition, mais derrière ça, des personnes qui ont des valeurs. Et en ce sens, vous, eh bien, vous êtes, je dirais, des représentants d'une EMT qui, eh bien, qui vous engagez. Voilà. Et s'engager à ce point, c'est à mon avis rare. Voilà, une EMT ensuite qui propose des vraies missions de management de transition, alors que je m'explique, tout le monde propose des vraies missions de management de transition, mais vous me disiez aussi que vous connaissiez l'un ou l'autre ou avec d'autres collaborateurs au moins une personne dans chacun des 120 CODIR ou COMEX du SBF 120. Enfin, c'est colossal. Vous êtes au contact du coup des grandes entreprises ou des ETI. Et puis, pour ce qui est de la rémunération des EMT, vous me disiez aussi quand on s'est rencontré, Igor, il y a quelques mois, on a fait un webinaire entre notre abonnés sur comment résister à la tendance baissière des TJM. La particularité des missions que décroche Kint auprès de ses clients entreprises, eh bien, ce sont des missions de haut calibre, de haut niveau. Et vous allez peut-être nous parler de la rémunération des managers de transition, mais j'avais noté qu'elle n'était pas inférieure à 900 € au jour, ce qui est très bien dans la situation actuelle où l'on constate quand même une assez forte tendance à la baisse. Voilà, je vous laisse vous présenter, Igor et Violaine, présenter Kint, nous parler du management de situation et de l'hybridation du marché, nous dire quel est l'état du marché et nous donner quelques bons tuyaux sur comment décrocher nos missions. Allez, je vous laisse prendre la parole. Violaine. Merci François de nous avoir invités et puis merci de nous avoir présenté avec de si beaux atouts. C'est vrai que l'engagement, c'est une de nos 3 valeurs. Je pense que c'est un peu des valeurs qu'on incarne dans tous les domaines de notre vie. Et puis, c'est une valeur qui est fondamentale aussi quand on est un manager et qu'on s'engage dans une mission qui doit aboutir très vite à des résultats opérationnels positifs. Je crois que si on n'est pas branché sur cette valeur d'engagement, c'est un peu plus compliqué à réaliser. Donc, c'est vraiment une valeur qu'on partage et avec nos managers et dans notre équipe. Donc, effectivement, on a monté Kint. Ça va faire bientôt presque 3 ans en juin. Et nous sommes en fait des anciens de ce qu'on appelle l'executive search, c'est-à-dire la chasse de tête par approche directe. Et en fait, ce qu'on sait faire, c'est nous évaluer et défendre les intérêts de dirigeants. Et en fait, c'est pour ça que finalement, on pratique des tarifs assez élevés pour le marché, parce qu'en réalité, on travaille surtout, principalement avec des dirigeants qui prennent des postes de directeur général, directeur financier, DRH, qui sont vraiment positionnés dans la C-suite et du coup, qui pratiquent des TJM assez conséquents. Donc, pourquoi? Alors, on vient du cabinet, d'un grand cabinet de place à Paris qui s'appelle Eric Salmon et Partners, dans lequel on se sentait très à l'aise parce que c'est un cabinet qui fonctionne avec des valeurs dont on est proche aussi, dont l'engagement. C'est un cabinet qui sert bien ses clients, qui traite bien ses candidats, mais on avait envie d'une plateforme un petit peu plus entrepreneuriale, plus réactive. Les délais d'exécution des missions prenaient de plus en plus de temps. Et puis surtout, on a voulu adresser ce marché des dirigeants qui font le choix de travailler en mode projet, en mode mission. Voilà. Je pense qu'il y a 5-6 ans, moi, je ne savais pas du tout ce que c'était que le management de transition. Et puis, en découvrant ça, on s'est dit tous les deux que c'était un marché porteur, un marché qui allait se développer pour tout un tas de raisons. Et aujourd'hui, au bout de bientôt 3 ans d'activité,
je pense que le marché a largement validé notre positionnement puisqu'on a de plus en plus de clients dans des domaines, dans des secteurs variés. Donc, on intervient dans tous les domaines. Ça va du luxe jusqu'aux services financiers. Pour toute taille d'entreprise, ça va des grands groupes du CAC 40 jusqu'à des petites startups. Et pour tout type de fonctions de dirigeants, alors soit des fonctions classiques de COMEX ou de CODIR, soit des fonctions un peu plus spécifiques de direction de projet, comme des directions de projet d'intégration ou de carve-out, enfin sur des sujets bien spécifiques. Voilà. Et dès le départ aussi, on a décidé de ne pas se positionner sur le management de transition classique, mais sur ce qu'on appelle le management de situation. Et donc, je vais laisser Igor expliquer ce que c'est que le management de situation. Je vais essayer d'être bref sur le sujet. On parle de situation parce que nous, on considère qu'il y a plusieurs problèmes avec le mot transition. Je vais être un peu direct, c'est un mot ringard. C'est-à-dire que la transition, c'est un métier neuf, mais c'est ringard parce qu'il y a un problème c'est un peu équivoque entre est-ce que je suis en transition professionnelle et le management de transition, ce qui n'a rien à voir. Donc problème d'équivoque. Deuxièmement, ça ne veut rien dire. C'est-à-dire qu'on est tous transitoires dans la vie, donc vous n'apportez pas une transition. On répond bien à des besoins spécifiques et notre métier, c'est de répondre à des situations. Les situations, c'est les suivantes. Soit c'est des problèmes de croissance accélérée, il faut pouvoir, ou de développement, projet de développement, on en a plein, c'est de la restructuration, c'est ce qu'on appelle du management relais, c'est du conseil opérationnel ou de l'expertise technique. Voilà. Donc, nous, on répond à différentes situations et vous-même, vous êtes, en tant qu'individu, apte à prendre certaines situations et pas d'autres. C'est-à-dire que vous pouvez être un très bon CFO dans le luxe sur des boîtes de 200 millions d'euros, sauf qu'il y a une société qui fait la même taille, qui a le même secteur, ce n'est pas vous. Donc, notre métier, c'est de répondre à des situations des clients en fonction de vos compétences et vos situations. Voilà. Donc, il y a plusieurs raisons. Il y a une raison un peu de ringardisation un peu du mot, et en fait, il est impropre. Voilà. Ensuite, j'enchaîne sur l'hybridation du marché pour être dans le sujet rapidement. Alors, nous, on est venus, pour reprendre un peu les mots de Violaine, dans ce métier un peu par hasard. Moi, j'ai vu quand même, alors vous allez dire, mais un de plus, quoi. Tous les jours, ils postent une société. Alors, c'est pas grave parce que c'est normal puisque la barrière à l'entrée est assez faible. En gros, il faut un téléphone, si vous voulez, pour faire ce métier. Mais on a vu qu'il y avait une place qui a été confirmée par le marché parce que là où François parlait de 80 missions, on en est à pas loin de 200 aujourd'hui. Moi, la place que j'ai vue, c'est que, c'est vous qui m'avez un peu convaincu, c'est les managers. J'ai vu que c'était un métier que certains poursuivaient leur carrière et ne voulaient plus de CDI. Je me suis dit, tiens, donc ce n'est pas uniquement une rustine pour une société ou un trou dans une carrière. Et deux, pour être tout à fait clair, j'ai vu des clients qui étaient, par rapport à la chasse, un peu déçus par la qualité des managers présents. Et on s'est dit, avec beaucoup de prétention, finalement, on a fait de la chasse pendant plus de 20 ans. On est peut-être moins mauvais qu'en début de carrière là-dessus. Et vraiment, le marché a confirmé ça. C'est-à-dire que nous, on utilise les mêmes processus de sélection. On fait un assessment, une évaluation des candidats avant de les positionner. On fait notre entretien comme chez Eric Salmon et Partners. Le résultat, c'est que sur les un peu moins de 200 missions, je pense qu'il y en a 4 qu'on a plantées. Voilà. Donc, une récemment, je ne suis pas content. Mais c'est uniquement pour des questions de personnalité. On n'a pas vu des choses dans la personnalité des dirigeants. Alors 4, c'est beaucoup. 4 sur 200, c'est quand même pas si mal, si vous voulez. Donc ça, c'est vraiment notre point de différenciation, plus peut-être la bienveillance, on en reparlera. Et on insiste là-dessus. Parce que trouver rapidement quelqu'un pour une mission, un ordinateur peut le faire. C'est-à-dire que ça a une valeur ajoutée qui est proche de zéro aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire que vous me demandez un CV d'un DRH pour la Turquie qui parle, je ne sais pas quoi, dans le nucléaire. Dans 5 minutes, on revient avec un dossier et vous allez vous dire, mais c'est extraordinaire. De quelqu'un disponible dans vos tarifs. Mais ce n'est pas ça le métier. Le métier, c'est est-ce que c'est la bonne personne? Et d'ailleurs, le DRH, il ne va pas venir du nucléaire, mais d'autre chose, parce que je pense qu'il correspond vraiment à votre situation. Notre métier, c'est vraiment, ce n'est pas de trouver rapidement la personne. C'est est-ce que c'est le bon individu pour un projet? Et ça, c'est compliqué. Et
Et enfin, moi, très modestement, nous, on se forme en permanence sur l'évaluation. C'est compliqué de savoir si vous avez le courage managérial, est-ce que vous êtes positif, est-ce que vous n'allez pas péter les plombs parce que c'est compliqué, est-ce que vous n'allez pas vous engueuler tout de suite avec quelqu'un, critiquer le patron, est-ce que vous savez vous intégrer, motiver les équipes, etc. Bon, tout ça, c'est des qualités humaines qui ne sont pas faciles à détecter. Parce que généralement, les gens comme vous et moi, on sait se vendre et il faut un peu creuser derrière tout ça. Donc, c'est ça qui fait le différentiel de Kint, je pense, plus notre réseau. Ensuite, j'essaie d'être bref parce que vous aurez des questions. Donc, voilà, et c'est pour ça que je pense qu'on s'est fait une place. C'est vrai qu'on a aussi un réseau assez important parmi les candidats et parmi les clients et parmi les candidats. On a beaucoup de candidats qui nous réutilisent et on couvre, comme l'a dit Hélène, tous les secteurs, enfin, toutes les fonctions et beaucoup de pays. On a eu jusqu'à 3 managers japonais, c'est un truc qui m'a toujours un peu étonné, dans un groupe japonais, dont un qui travaillait sur 2 lignes manufacturing. C'est une technologie inventée par Toyota. Donc, vous dire, qu'est-ce qu'on est foutu là-dedans? Ça ne marche pas. Pourquoi hybridation du marché? On commence à avoir une conviction, c'est que pour les dirigeants, et peut-être même pour d'autres, opposer ou faire une différenciation trop importante dans les sociétés, dans les accroches entre le CDI et le management de situation, je trouve que ça ne veut plus rien dire. On a une conviction, et vraiment on la valide de plus en plus, les carrières seront des successions de temps long et de temps court. Voilà. Avec des formations au besoin de temps en temps. Avec des formations, avec des reconversions, avec du temps pour soi, en se disant, tiens, pendant 1 an, moi, je vais aller pêcher la crevette à Madagascar. Ce sera de plus en plus le cas pour plein de raisons qui sont des raisons d'organisation de l'économie et des raisons sociales et culturelles. Et nous, on se dit, mais pourquoi je vais évaluer François Decoq sur une mission différemment que sur un CDI? Il n'y a pas de raison. Et pourquoi ce serait un candidat bon pour l'un et pas bon pour l'autre? C'est faux, même si les méthodes sont différentes. Et évidemment, les compétences que l'on attend ne sont pas les mêmes. Et tout le monde n'est pas fait pour l'un ou pour l'autre, on est d'accord. Mais ça reste le même individu qui peut, au cours de sa carrière, pour des raisons diverses et variées, faire l'un ou faire l'autre. Et ça, d'autant plus que nos clients aujourd'hui, de plus en plus, ils ne savent pas trop. Alors, quand on leur dit, ils sont souvent dans l'urgence, mais ils savent, est-ce qu'on démarre en CDI, est-ce qu'on démarre en transition? Enfin, ils disent, j'en sais rien, l'un peut se transformer en l'autre, etc. Alors, je ne dis pas, à nouveau, et Hélène m'a fait un petit signe, tout le monde n'est pas fait pour l'un ou pour l'autre, tout le monde ne veut pas l'un ou pour l'autre. Ceci étant, en termes d'outils d'évaluation, vous rajoutez des critères, il faut la même technicité. Et nous, on est convaincus que notre métier de chasseur nous a enrichi énormément et fait un petit différentiel dans le management de transition de situation. Je ne dis pas que les autres sont mauvais, c'est qu'on a cette particularité-là. Et quand on a des chasses, parce qu'on en a, au début, on se disait on ne les prend pas, mais on les prend, la réactivité qu'on a apprise dans ce métier nous aide énormément. Donc, les deux s'enrichissent. Voilà. Donc, on a toutes sortes de missions diverses et variées. Aujourd'hui, je dirais, c'est plus le sujet. On a aussi des missions de conseil, c'est-à-dire que parfois, nous, on peut proposer à des dirigeants des missions pour des boards, pour des due diligence de quelques jours. Alors, c'est très bien rémunéré, mais à nouveau, il y a peut-être un moment dans votre vie où vous dites, tiens, j'ai 3-4 jours devant moi, écoutez, j'ai une due diligence, vous êtes le spécialiste des laboratoires d'analyse médicale, est-ce que ça vous intéresse, travailler pour un fonds, bien payé? Why not? Donc, voilà un peu notre conviction, voilà un peu notre positionnement. Et à nouveau, c'est confirmé par des clients qui nous donnent l'un ou l'autre. Alors parfois, certains clients nous cataloguent chasse et d'autres nous cataloguent transition, mais ce n'est pas grave, si vous voulez. Ça a toujours été un peu le cas. Il faut mettre les gens dans des boîtes. On ouvre cette boîte-là. Donc voilà un peu l'hybridation du marché. On pourra y revenir. Et sur les critères, etc. Sur l'état du marché, et puis après on vous dira un peu peut-être comment trouver un job, je te laisserai la main, parce qu'après je vais parler tout le temps, moi. Il est excellent. Alors, nous on connaît le marché du dirigeant depuis assez longtemps, parce que depuis 2005, peut-être avant, on fait ce métier. On a des niveaux d'activité, moi qui me rappelle les années 2004-2005, où quand un client appelait, vous dites au secours. Enfin, pourquoi est-ce que les clients… On est encore dans cette situation où vraiment, là aujourd'hui, on est quand même 5 consultants, on n'est pas tout petit. On peut en prendre encore, mais pas 10 de plus, si vous voulez. Et alors, après, ça dépend un peu de nous. Le marché, il est bon depuis novembre, octobre 2020.
et pas 2021. Depuis octobre 2020, on a un boulot dingue. Et là, il y a eu une accélération en fin d'année dernière qui est très forte et qui ne ralentit pas. Alors après, dans un mois, je pourrais vous dire des choses différentes, mais le marché est assez bon. Et on n'a pas eu tellement de yo-yo. Alors même au cours de la création de Kint, finalement, même en 2020, en plein Covid, nous, on a toujours lancé des missions. Je crois qu'il y a un seul mois, c'était septembre 2020, où on n'en a pas eu. Mais le marché est très actif. Je laisse la main sur… Voilà, enfin bon, ouais. nous, en termes de… Enfin, sur notre vision du marché, il y a quelques temps, je ne suis pas sûre qu'on n'était pas vraiment représentatif parce qu'on était vraiment tout petit, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on tient à une certaine place et je pense qu'on a une vision assez correcte de ce qui se passe sur le marché. Donc, ce qu'on vous dit, c'est que le marché est plutôt booming. Ça n'empêche que c'est toujours très difficile de trouver une mission. Oui. L'un n'empêche pas l'autre. C'est pas parce que il y a plein de missions que c'est facile d'en trouver. Donc, en réalité, pour trouver une mission, c'est exactement la même chose d'ailleurs que pour trouver un job. Enfin, franchement, je ne vois pas vraiment la différence. Moi, depuis que je fais ce métier de l'évaluation et du recrutement de dirigeants, je passe beaucoup de temps à recevoir des gens qui sont en recherche active, même quand que je faisais de l'executive search. Et en fait, les conseils que je donne, ce sont les mêmes aujourd'hui que ceux que je donnais il y a 20 ans, et ce sont les mêmes que je donne aux jeunes. Parce que maintenant qu'avec l'âge, je commence à placer des gens qui ont plutôt l'âge de mes enfants ou des enfants de mes amis. Et du coup, je reçois pas mal de jeunes aussi pour les guider, les aiguiller dans leur recherche. Et en fait, c'est toujours la même chose. Le truc le plus important quand on cherche pour trouver, c'est qu'en fait, c'est le mouvement. Il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup bouger et rencontrer beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens en essayant d'avoir de l'impact. Et c'est comme ça, en fait, qu'on se construit un réseau et c'est comme ça qu'on fait advenir les opportunités. Et ça vaut pour tous les âges et pour toutes les situations. Et que le marché soit booming ou tendu, en fait, il y a un moment, alors sauf quand on sort de l'école, enfin qu'on est tout jeune et qu'il y a des espèces de filières de recrutement, mais quand on est dirigeant et qu'il y a à peu près 60-70% du marché qui n'est pas intermédié, où il n'y a pas de production d'annonces, il n'y a pas d'effet d'écho, il n'y a pas de chambre d'écho, et bien, vous ne savez pas par quel truchement vous allez atterrir sur votre prochain projet. Que ce soit un CDI, que ce soit une mission, un CDD, n'importe quoi. Donc, en fait, l'objectif est, c'est plus dur pour les gens qui sont un peu plus introvertis que ceux qui sont extravertis, qui savent manier le lien social parce qu'ils en ont besoin pour réfléchir, pour exister, etc. C'est plus vous multipliez les liens et plus vous impactez les liens, plus vous faites vivre votre réseau et plus vous créez des opportunités. Donc, nous, on essaie de répondre. Comment est-ce que chez Kint, on assume de vous dire ça? C'est que nous, ce qu'on essaye de faire, c'est au-delà des candidats que nous voyons dans le cadre de missions bien précises, on essaye de rencontrer des gens, ce qu'on appelle en courtésie, c'est-à-dire sans être dans le cadre d'une mission bien précise, pour apprendre à se connaître, alors, ce n'est pas vraiment un entretien d'évaluation, mais juste pour échanger, pour apprendre à se connaître, pour savoir à peu près, effectivement, dans quelle case on peut vous mettre, si vous êtes plutôt un financier, plutôt un marketeur, plutôt un salesman, voilà. Et ce qui fait que le jour où il y a une mission qui tombe et que donc vous ressortez parce qu'on vous trouve dans notre base, on va d'autant plus facilement aller vers vous, vous chercher, vous téléphoner, vous appeler et à ce moment-là, faire un vrai entretien d'évaluation au regard de la mission dans laquelle on va s'inscrire. Mais
ce petit contact qu'on a en dehors de toute recherche précise, c'est ça en fait, ce lien qui est très important pour nous, qui va permettre à la valeur d'être créée. C'est-à-dire qui va permettre à un moment de faire en sorte que les planètes s'alignent et qu'il y a une mission qui va vous être proposée. Sur le mot d'impact, moi j'ai une anecdote d'Éric Salmon, qui était pas un mauvais chasseur, hein, le pauvre, paix à son âme. On avait dans le cabinet un consultant qui ne fonctionnait pas. Mais il avait tout pour faire ce métier, mais ça n'allait pas. Et il m'a dit un truc assez intéressant. Il m'a dit, le problème, c'est que quand il rentre dans le bureau d'un client, ensuite le client, il ne s'en souvient pas. Oui. Donc, il peut avoir un très beau discours, il ne s'en souvient pas. Donc, il n'a pas créé d'impact ou de lien. Et ça, c'est vraiment une recommandation qu'on fait aux candidats. Votre boulot, contrairement à ce que peuvent dire certains cabinets, peut-être d'un placement, même s'ils sont très bons, ce n'est pas de vous vendre. Ce n'est pas ça le premier objectif. C'est de créer du lien. Parce que si vous voulez vous vendre, alors vous êtes une orange, donc vous allez nous dire, je suis une très bonne orange, machin, j'ai un bon goût, ça tombe mal, je veux acheter des pommes. Donc, quelqu'un qui me parle d'orange, alors je veux acheter des pommes, je ne l'écoute absolument pas. Mais quelqu'un qui crée le lien, je me dis, tiens, il y a une belle personne, il y a quelqu'un d'intéressant, il m'a marqué pour je ne sais quelle raison, parce qu'il est sympa, parce qu'il est passionné, parce qu'il s'intéresse au foot, etc. Ce qui va se passer, c'est que cette petite case, ce petit lien que vous avez créé, la personne va s'en souvenir autour de lui. Et même dans quelques années plus tard, nous on est surpris, parfois j'ai des candidats qui me rappellent, 3 ans après, bonjour Igor, comment allez-vous? Ça tombe bien, j'ai une mission pour vous. Je ne me souviens absolument pas de la personne. Je ne dis pas qu'on a été bon, mais on a créé du lien. Donc, comme le disait Violaine, si vous faites la multiplication des contacts et vous créez du lien, mais à chaque fois, ce n'est pas évident de créer du lien, parce qu'il y a des personnes que vous n'avez pas aimées, qui ne vous posent pas de questions sur. Enfin, mais il y a toujours une part d'un individu avec lequel vous pouvez avoir du lien. À vous de le trouver. Et ça nécessite de l'écoute active. C'est-à-dire que si vous faites votre pitch, on en voit plein pendant 10 minutes, la personne ne voit pas que finalement on regarde à côté, il faut être capable de dire est-ce que ça vous intéresse, est-ce que je développe, ou alors si la personne est mutique, c'est un travail, posez les questions. Comment, voilà, vous avez fait ceci, votre société fait cela, voilà, il faut quand même animer un peu la personne. Et ça marche. Enfin, on fait ça depuis très longtemps. Alors par contre, ça ne marche pas tout de suite. Ça peut déclencher une mission demain à 8 h du matin ou dans 3 ou 4 ou 6 mois ou plus. Mais si vous faites la multiplication du contact par cette qualité-là qui n'est pas évidente, sur laquelle il faut faire un travail en permanent, ça ne peut que marcher. Et après, il y a quand même une question d'éthique, c'est-à-dire que le lien, ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire que, évidemment, nous, il y a plein de gens qui nous demandent des services. Igor, mon CV, est-ce qu'il est bien? Mon fils cherche un boulot. Je me retrouve au chômage, qu'est-ce que je fais? J'ai peur. Je ne dis pas qu'on répond systématiquement, mais quand même, on se sent, nous, dans l'obligation de répondre à cela. Et je dois vous dire que moi, je suis surpris. C'est vrai que le monde de l'entreprise, peut-être que c'est pour des gens qui ont de l'expérience, il y a quand même un degré de solidarité qui est quand même très fort dans le marché du travail, on trouve. Voilà. Donc, je crois qu'on a couvert un peu les différentes thématiques. On va vous laisser peut-être poser des questions pour ne pas être trop long, parce que nous, on adore parler. Donc, prenez un sandwich et un duvet, on peut tenir quelques heures. Moi, j'ai une première question tout de suite, c'est quand vous allez vous-même en rendez-vous en entreprise, pour avoir de l'impact et que les personnes se souviennent de vous, vous disiez il faut leur parler d'eux, les questionner, etc. Mais quel autre moyen, quel autre truc, quelle autre astuce vous avez peut-être pour marquer marquer l'individu que vous rencontrez? Enfin, je pense qu'il y a quelque chose quand même qui fonctionne bien et qui fonctionne de plus en plus. C'est vraiment l'authenticité, vraiment être authentique. C'est comme ça qu'on crée du vrai lien. C'est en étant vraiment soi-même. Enfin, dans nos relations avec nos clients, on essaye d'être le plus authentique possible, le plus convaincu possible. C'est-à-dire que il y a des choses qu'on ne fait pas. On ne présente pas un candidat pour faire valoir un autre candidat. On ne présente que des candidats sur lesquels on est complètement convaincu. Et je pense quand on va pitcher nos clients, on y croit tellement à cette hybridation du marché, au fait qu'aujourd'hui, par exemple, quelqu'un qui est disponible,
tout de suite, c'est pas parce qu'il est mauvais, qu'il est en dehors, il est on the market ou out of the market, hein, parce que pendant longtemps, c'était un peu ça. Le manager de transition, c'était le gars ou la dame qui avait perdu son job parce qu'elle avait fait une belle carrière, puis à un moment, plouch, on l'avait sorti du système et qui ne trouvait pas de boulot et qui, du coup, en désespoir de cause ou parce que nécessité fait loi à un moment, se résignait à prendre des missions. Donc, voilà, aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Hein. C'est des managers qui décident de travailler par mission parce que ça leur convient, parce qu'ils s'y épanouissent, etc. Donc, je me suis perdue là, qu'est-ce que je disais? Non, mais c'est des convictions, c'est l'authenticité, c'est de la sympathie au sens, c'est pas que vous faites sympa, la sympathie, c'est est-ce que vous avez compris le pathos de l'autre? Dans quel état d'esprit il est? S'il est très tendu, il est au téléphone toutes les 5 minutes, il ne faut pas continuer votre pitch. Vous dites, j'ai l'impression que là, vous êtes sur un sujet qui a l'air assez important. Donc, il faut le mettre il faut que vous reconnaissiez l'émotion de l'autre. Il y en a qui ne vont pas parler, il ne faut pas leur dire qu'ils sont mutiques, mais il faut essayer de leur poser des questions, voir ce qui les intéresse. C'est quand même faire rentrer l'autre dans la conversation. Et ça, ce n'est pas votre pitch en 5 lignes, il est important, mais il faut le sortir au bon moment. Donc ça, c'est fondamental. Après, moi aussi, je fais référence aussi à mes maîtres, mais il y a Eric Salmon, dans les entretiens, il était extraordinaire, il ne disait rien en face du client. Rien. Donc, 3 mots, mais il avait une capacité à faire parler l'autre. Donc, les gens étaient super contents et le client parlait 59 minutes et 30 secondes et il disait à Eric Salmon, vous êtes quand même quelqu'un d'extraordinaire. Il avait dit 3 mots, si vous voulez. Donc, attention à ne pas être surabondant non plus. Alors, c'est un équilibre parce qu'il faut que la personne aussi, elle va passer un bon moment, mais il faut l'impacter. Mais c'est pas évident et ça nécessite des formations. Et nous, on se forme en permanence à ça. Et c'est pas de la vente, c'est au-delà de ça. C'est créer une relation professionnelle qui va être valable toute votre vie. Et nous, on le voit, ça dure. Une bonne relation professionnelle, c'est à vie. C'est extraordinaire. Il y a pas mal de questions dans le chat sur les missions, sur le marché, mais peut-être avant, pour rester sur l'hybridation et le management de situation, il y a Benoît Marichet qui demande, pouvez-vous revenir justement sur le concept de l'hybridation, chasse-mission, temps court, temps long, qu'est-ce que cela change pour le manager de transition? En fait, ce qu'on veut dire, c'est que de plus en plus, c'est un constat du marché, hein, nous on fait, c'est que avant, peut-être, à l'époque du management de transition, le feu management de transition, qui est bien management de situation, je pense qu'il y a 10 ans, la transition, c'était vraiment des missions de fin de carrière. Voilà. Et à un moment donné, à 55 ans, les Français, ils trouvent qu'on est très, très vieux, on veut bientôt mourir. Donc, il n'y a pas de CDI, par contre, on fait des missions. Je pense que ça, c'est en train de changer énormément. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit chez des jeunes, les temps longs et les temps courts, ils vont un peu plus s'intercaler. Et c'est de plus en plus, d'ailleurs, regardé positivement par les recruteurs. Nous, on a fait de la chasse. C'est-à-dire que, moi, je peux vous dire que quelqu'un qui créait sa boîte à 50 ans, qui s'était planté, mes clients disaient, bon, Igor, ça c'est un nul, il a planté sa boîte et c'est un rebelle. Ouais, vraiment. Donc c'est un rebelle, jamais dans un grand groupe. Bon, moi, ça m'était un peu estomaqué quand même. Ça, c'est fini. Maintenant, on valorise ça. Donc, ce qui tombe bien, c'est que le marché a de plus en plus besoin de ces temps courts et de ces temps longs. Et les recruteurs français, qui sont toujours un peu plus ringards que les autres, hein, on dit ça parce qu'on est français, on le sait, se rendent compte que finalement, quelqu'un qui a fait 5 ans de total, 10 ans d'Areva, et puis finalement, il a fait une mission d'1 an dans une start-up, mais qui veut repartir sur un temps long, peut-être que ce temps court, il est très intéressant pour la suite de sa carrière. Donc, et nous, on voit, nous, on travaille avec des hommes et des femmes et des hommes, sur l'intégralité de leur carrière, et on sait gérer les deux, et on nous demande les deux. Parce que c'est souvent les mêmes personnes, pas toujours, mais c'est quand même souvent les mêmes personnes, on l'a prouvé avec plein d'individus. Nous, on a fait rentrer dans la transition des gens qu'on n'avait jamais fait. Ils ne savaient pas ce que c'était. Et ça a été un succès. À l'inverse, nous, on a utilisé des managers de transition de métier, c'était une cata nucléaire. Donc, le sujet n'est pas là. Et on a placé des managers de situation sur des CDI. Sur les CDI. Donc le marché change, et vous voyez les jeunes générations, parce que tout ça, ça se recoupe.
Les jeunes, ils s'en foutent que ce soit un CDI ou pas. Une carrière, ça ne les intéresse pas. Ils travaillent de plus en plus par projet et par mission. Donc, je pense que le marché et les carrières, à nouveau, vont être un peu plus sur ton long, ton court, comme du Morse. Et nous, on fait les deux. Alors, à nouveau, ce n'est pas les mêmes critères. Il faut être quand même un peu plus armé sur la transition, la résistance au stress, etc. Mais on se positionne comme ça sur le marché. OK. En réalité, en fait, ce sont les mêmes critères. Par exemple, aujourd'hui, au bout de presque 3 ans d'exercice à placer des dirigeants en mission, on se rend compte que le modèle de compétence d'un DG, par exemple, il existe, mais en fait, les curseurs vont se positionner différemment sur chacun des critères selon que c'est une mission qui va avoir un temps court, par exemple une mission de 9 mois pour assurer un projet spécifique ou pour prendre un relais quelconque, que si c'est un engagement pour 3 ans, quand on est sous LBO et qu'il faut habiller la mariée pour faire sortir le fonds, etc. Ou que si c'est pour 15 ans, ça n'existe plus tellement, hein, les gens qui vous demandent de vous engager pour 15 ans, même quand on en a 30, hein, c'est terminé. Mais, ou si c'est pour une… Voilà, donc ce sont les mêmes critères, mais on va les peser, les faire peser différemment dans l'équation d'évaluation en fonction de la durée de la mission derrière et de l'impact qu'on veut. C'est-à-dire que quelqu'un, par exemple, pour une mission un peu commando, où il faut arriver très vite, prendre en main très vite l'objet et avoir des résultats concrets très vite, il faut forcément quelqu'un qui soit hyper opérationnel. Il ne faut pas quelqu'un qui va mettre 3 mois à faire son diagnostic. En revanche, il faudra quand même qu'il ait cette vision stratégique, enfin, ce qu'on appelle l'hélicoptère, là, et je me mets en haut, je regarde tout, et puis en même temps, j'ai les mains dans le cambouis. Il faudra qu'il ait les deux. Mais il faudra qu'il ait cette capacité à choisir très vite et à prendre des risques dans ses décisions, parce que ce qu'on veut, c'est du résultat pour la semaine prochaine. En revanche, si je prends un directeur de BU, là, j'ai une mission pour créer une BU dans un gros groupe, donc ça, c'est une mission, ça va se traduire par un CDI, mais c'est une mission qui va prendre 2-3 ans, parce qu'il faut d'abord bien comprendre le secteur, savoir comment on va prendre les parts de marché, et faire un peu de stratégie, et faire un peu de slide, et faire un peu de consensus en interne dans le groupe pour persuader tout le monde que c'est une bonne idée, etc. Donc, vous voyez, là, il faudra que le côté stratégique de la personne et puis management d'influence, etc., soit très fort. Donc voilà, c'est le même critère, mais on va le positionner différemment en fonction des besoins de la situation. J'ai une anecdote aussi sur un fonds d'investissement pour un poste de CFO en CDI. On présente un candidat excellent, le fonds, enfin les fonds en termes de recrutement, c'est toujours très drôle. Ils me disent, mais Igor, vous n'avez rien compris, ça c'est un manager de transition. Parce que la personne avait fait 5-6 missions. Mais c'est totalement débile. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où, je suis désolé, j'aime beaucoup les fonds d'investissement, c'est des bons clients. Hein, mais vous pouvez très bien avoir envie à 45 ans ou à 50 ans, ou pas eu le choix de faire 4-5 missions, et après vous dites, tiens, moi j'ai envie de revenir dans un temps long. Pourquoi pas? En quoi c'est pas légitime? Et en quoi le fait d'avoir montré son adaptabilité à 4-5 secteurs sur des temps courts, mais qui sont liés à la mission, vous empêcherait de revenir sur un CDI? Cette approche-là, ça n'a aucun sens. Et c'est pour ça que le marché, voilà, vous êtes hybride. Ce n'est pas le marché qui brille. Vous êtes hybride, vous n'êtes pas fait. Vous avez le droit d'avoir fait 20 ans chez Renault, vous avez adoré, mais à un moment donné, vous en êtes sorti. Et puis, ça vous intéresse un peu moins. Et puis, c'est plutôt des petits objets. Et puis, vous allez faire quelques missions de transition. Puis, à un moment donné, vous allez dire, j'en ai marre de bouger à droite et à gauche. Tiens, il y a un CDI super d'une belle boîte à côté de chez moi. En quoi ça paraît idiot? Non. Et l'économie fait que les rythmes aussi s'accélèrent. Et que finalement, et de plus en plus, on sait bien, le CDI, ce n'est pas une protection. Enfin, on peut se faire virer du jour au lendemain, etc. Donc, voilà un peu l'hybridation. Les raisons, enfin la définition et les raisons d'hybridation du marché et de notre positionnement. Ok. Ce que je vous propose, c'est on va tenter de faire en sorte que les managers de transition présents puissent poser eux-mêmes leurs questions. Je vous invite à lever la main
informatiquement avec le bouton réaction qui est en bas à droite. Là. Dans réaction, vous trouverez lever la main. Comme ça, je donnerai la parole à ceux qui auront levé la main. Mais en attendant, Igor et Violaine, quelques petites questions ici dans le chat. Jérôme Guillemot ou Christine Cruz demandent si vous avez des missions à l'étranger ou outre-mer. Ah, beaucoup. Oui. Oui. On a travaillé outre-mer, vous voulez dire dans les dom-toms? Oui. Outre-mer? Non, on n'en a pas fait encore dans les dom-toms. Non. Mais on a fait pas mal de missions à l'étranger. On a placé des managers au Japon, en Malaisie, dans tous les pays européens quasiment. C'est quel pourcentage de vos missions environ? 10%, 15%? C'est un bon tiers quand même d'émissions. Ah oui, quand même. UK, Italie, bizarrement, on fait plein de missions en Autriche, je ne sais pas pourquoi. Au Brésil, on a eu des pitchs, mais l'Asie, on est assez présent, parce qu'on a aussi un bon partenaire là-bas. Mais... Et les missions en temps partagé, pour répondre à Jean Lierman, vous en avez peu? Très peu, oui. Très peu, d'accord. C'est très peu. Okay. Au départ, on pensait que ce serait une bonne solution. En particulier, on a essayé de pitcher le monde des startups qui répugnent un peu à dépenser de l'argent pour ce qu'ils appellent des fonctions support, qui leur paraissent des fonctions inutiles. Et en fait, peut-être qu'on ne s'y est pas bien pris, on n'a pas eu de répondants. Okay. On reprendra peut-être un peu ce dossier plus tard. Oui, c'est peut-être de notre fait et pas du marché, parce qu'en fait, le problème de pitcher les startups et de faire du temps partagé, c'est que pour nous, c'est le même travail. Okay. On ne va pas non plus balancer quelqu'un, parce qu'on a des missions, là, on a un jour par semaine dans une startup du SaaS. Ce jour par semaine, il faut qu'il soit de qualité. Donc, il faut qu'on trouve le bon modèle. Mais je pense qu'il y a quand même des besoins. Allez, on va passer la parole à Françoise Baltès et puis Monique qui avait levé la main aussi. Je rappelle, pas de questions perso, mais s'il y a des questions perso, vous les poserez en direct à nos invités. Mais allez, Françoise, à toi. Oui, bonjour et merci de votre générosité avant tout. Vous incarnez les valeurs dont vous avez parlé, donc bravo et merci à vous. On était une centaine, là, 110 ce soir. Donc demain, vous allez recevoir 110 CV ou 110 appels. Comment on fait? 110 appels, on ne sait pas gérer. 110 CV, on sait gérer. Oui, il faut vous inscrire sur notre site déjà pour mettre votre CV. Pour ceux qui ne l'ont pas fait, je pense que dans les 110, il y en a quelques-uns qu'on connaît quand même. J'ai cru reconnaître des noms. Oui. Donc, voilà. Donc, vous mettez votre CV sur notre site. Et puis, vous pouvez, nous, sur notre site internet, effectivement, il y a nos coordonnées, notre adresse mail, etc. Donc, vous pouvez aussi nous envoyer votre CV par mail. Et puis, normalement, il y a un moment où on prend contact avec vous pour prendre rendez-vous. Okay. Après, c'est toujours un peu frustrant cette affaire. Moi, je ne vais pas vous garantir qu'on va prendre rendez-vous avec tout le monde dans les semaines après. Ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Le principal, c'est qu'on puisse avoir un accès à vous et qu'on vous connaisse. Donc, l'inscription sur le site, déjà, elle est simple. C'est nom, prénom, mail, CV. On ne vous dit pas quels sont vos secteurs, vos compétences, etc. Parce que déjà, je trouve que c'est beaucoup de temps qu'on vous demande. 2, c'est un peu notre boulot de savoir quelles sont vos compétences et vos métiers, si vous voulez. Donc, on ne va pas automatiser les choses. Mais après, c'est vrai que c'est frustrant. C'est que vous allez dire, mais je ne comprends pas, ils ont l'air très sympathiques, surtout Violaine. Ils ne m'ont pas appelé. Oui, mais c'est-à-dire que ça dépend un peu on est 5, on a des missions à gérer. Et malheureusement, vous êtes directeur juridique. J'ai vu la question. Oui, on en fait. Si pendant 1 an, il n'y a pas de mission de direction juridique, ce n'est pas qu'on ne vous aime pas, c'est que c'est aussi une affaire d'opportunité. Donc, c'est pour ça qu'il faut du volume. Il faut nous parler à nous, il faut parler aux autres cabinets. Bon, ils sont moins bons, mais bon, vous voulez pas mal les contacter. Il faut aller voir, faut aller voir son réseau, ses anciens de l'école, aller à toutes les conférences possibles, etc. On va lancer cette année, je ne sais pas quoi, 100 missions. Oui, mais s'il y a 10 000 managers sur le marché, vous vous rendez compte, on va contacter, on en contacte 2-3 par mission, mais seulement 2-3% du marché. C'est frustrant, mais c'est comme nous, quand on fait du business développement, on a la même frustration. C'est-à-dire que nous, il y a des moments, alors là, ça va bien, mais quand ça va mal, mais on va contacter 100, 200, 300 personnes, peut-être pas autant, mais
Et il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a pas de mission. Il y a des périodes où vraiment il n'y a rien. Mais ce n'est pas grave, on plante nos petits choux. Ouais. Il faut tenir compte, il y a deux axes en fait. Il y a l'axe bien rangé, rationnel. Donc, vous nous envoyez votre CV, on vous met dans notre base, la fameuse base de tous ces profils. Et puis, on a un moteur de recherche qui va pouvoir vous faire ressortir en fonction des mots-clés qu'il y a dans votre CV, etc. Et puis, de toute façon, on peut vous retrouver sur LinkedIn, j'imagine. Bon. Donc, ça, c'est le côté rationnel de la recherche. Mais en fait, il y a autre chose qui intervient, qui est très fort, c'est le chaos. Nous, il y a des clients qui viennent à nous de manière chaotique et il y a des candidats qui viennent à nous de manière chaotique. On parlait de la mission juridique. C'est vrai qu'on en a fait quelques-unes d'ailleurs, on ne s'y attendait pas du tout. Mais si vous êtes directeur juridique et que je vous parle et que le lendemain, j'ai une mission juridique qui tombe, ou j'ai un client qui m'appelle et qui me dit mais est-ce que vous faites du juridique aussi? Mais là, enfin, vous voyez, tout de suite, ça va se faire. Et ça se passe très souvent comme ça. C'est-à-dire qu'il faut être un peu, pas hésiter à harceler un peu les gens, pas hésiter à ne pas prendre la mouche si on ne vous appelle pas et à renvoyer quand même son CV quand on a repris une mission et qu'on est sorti d'une nouvelle mission, etc. Parce que comme ça, vous restez un peu dans la mémoire vive du cabinet de chez Kint et vous pouvez vous inscrire bien comme il faut dans le chaos qui souvent préside aux premières mises en contact. Voilà. C'est-à-dire, et voilà, malheureusement, enfin, ou heureusement, je ne sais pas. Moi, je pense que si on vivait dans un monde qui ne serait que, qui serait que des machines, ce serait horrible. Oui, une illustration du chaos, c'est que nous, un des grands clients, quand on a créé la boîte, c'est une société du Nasdaq, cotée au Nasdaq, qui nous fait bosser au Japon. Donc déjà, je leur ai dit, le Japon, je n'y travaille pas. On ne sait pas faire. Il nous dit, si, vous allez y arriver. Vous vous rendez compte? Donc, on ne sait jamais d'où viennent les missions et vous non plus. Mais voilà, c'est une obligation de contact. On est un contact parmi tous les contacts que vous allez avoir. Et j'ai vu là une question sur LinkedIn, bien sûr. On peut rentrer en contact sur LinkedIn, on fait des recherches sur LinkedIn, pas que sur LinkedIn, mais sur Xing, sur différents réseaux, sur Google, etc. Mais on est un point. Mais il y a une frustration de dire non, demain, il n'y aura pas d'émission pour vous. Peut-être, hein, certains vont être appelés, mais… J'ai une question moi sur le suivi de mission, sur la direction de mission. Dans certains cabinets, certaines EMT, cette partie-là est quelquefois négligée. Comment vous la pratiquez, vous? Nous, on a eu la chance de commencer notre métier juste avant quelques mois avant le premier confinement, avant le Covid. Et puis, grâce au Covid, en fait, on s'est rendu compte à quel point pour les managers, c'était important d'avoir ce soutien de la part de Kint, enfin de la part de la société qui les avait placés. Et là aussi, c'est une question d'engagement. En fait, vis-à-vis du client, on est engagé comme le manager qui est à son poste, qui va tous les jours au bureau chez le client. Donc, oui, c'est extrêmement important, ce suivi est extrêmement important. Donc, nous, on met un point d'honneur à faire un suivi qui soit… Alors après, il y a suivi et suivi, si vous voulez. Si c'est du reporting qui demande 25 tableaux et qui fait perdre du temps et qui n'apporte aucune valeur, il n'y a aucun intérêt à ça. On a des missions où le client ne veut pas entendre parler de rapport ni quoi que ce soit. Alors, un petit rapport d'étonnement au début, un rapport de fin de mission, OK. Mais après, le client, il vous dit, écoutez, vous m'appelez si ça ne va pas bien. Donc, bon. Mais en revanche, le manager, lui, il a besoin qu'on l'appelle toutes les semaines parce qu'en fait, toutes les semaines, il a un codir qui est un peu dur avec quelqu'un qui lui tire un peu dans les pattes et il a besoin de soutien psychologique. Et du coup, il peut nous raconter ce qui s'est passé la semaine d'avant et on peut… Alors, nous, on n'est pas coach, mais on a un peu d'écoute active et donc le manager en question, dans telle situation,
il peut dégazer grâce à notre écoute. En revanche, s'il a besoin de conseils techniques, on lui apporte du soutien technique et on le met en contact avec un avocat qui va lui trouver, qui va lui permettre de faire des contrats de travail au fin fond de l'Allemagne, par exemple, parce il faut qu'il en fasse 30, mais il ne sait pas du tout comment on fait. Ou alors, on peut lui apporter aussi un soutien de coaching un peu plus professionnel. Donc ça, on mettra en contact avec un coach pour apprendre à prendre la parole. On a eu ça, par exemple, un DRH qui devait prendre la parole devant un board. Il ne l'avait jamais fait en anglais. Il ne l'avait jamais fait. Il était en panique totale. Donc, on l'a mis en contact avec un coach qui lui a fait répéter sa petite scène, etc. Ça s'est très bien passé. Donc, oui, le suivi de mission est très important. J'avoue que c'est un des trucs du métier qu'on a découvert, enfin que moi j'ai découvert, qui était génial par rapport à la chasse de tête. C'est-à-dire qu'en appelant mon manager toutes les semaines, il me rapporte plein de choses qui se passent dans le business dont moi j'ai absolument aucune idée parce que j'y connais rien, j'ai jamais fait ce type de métier. Moi j'ai toujours fait des métiers de service, d'intermédiation, etc. Donc c'est génial, grâce à ce suivi avec mes managers, je découvre plein de choses et j'apprends plein de choses sur le business en général. Et voilà, donc ça c'est super. Évidemment, parfois, il y a des missions qui tournent toutes seules depuis longtemps. Donc là, bon, ça s'espace un petit peu. Voilà. Mais la norme, ça reste quand même un appel par semaine. Et c'est vrai que les rapports, parfois, je pense que c'est un peu c'est un peu formel, c'est montrer qu'il y a un suivi au client, c'est du vent. Enfin, bon. Et franchement, les clients ne le demandent quasiment pas. Par contre, on prend note, nous, de toutes les conversations. Enfin, quand il y a un point dur, on le note dans la base, voilà, pour s'en souvenir. Et je crois qu'il y a Jean-Yves Bellaclasse qui doit être par là. Jean-Yves sait bien comment on travaille, quoi. Et ce n'est pas toujours facile, ce métier. OK, le médico-social est un secteur qui n'est pas en croissance, semble nous dire Daniel Benamou, vous confirmez? Toute la santé est en forte croissance. On a beaucoup travaillé pour, alors je ne sais pas ce que vous appelez le médico-social, mais par exemple, pour des secteurs qui sont liés, des secteurs de la santé qui sont liés à de l'immobilier. Ouais. Donc, tout ce qui est autour de l'hospitalisation, du laboratoire, enfin, tout l'opération immobilier opérée autour de la santé. Pas mal de medtech aussi. Ouais. Mais ce n'est pas médico-social. Non, ce n'est pas médico-social. Médico-social, on a eu quelques pitchs, mais ce n'est C'est pas notre secteur. C'est quoi le médico-social? Ça peut être des maisons. Daniel Benamou, vous pouvez prendre la parole là. Des associations, Ouais. Les EHPAD, des masses, met-il dans le chat là. Oui. OK. Quelle mission vous avez à pourvoir là ce soir et pour lesquelles vous trouveriez un candidat parmi nous? Oh non, ça ne marche pas comme ça. C'est pas sérieux. Non, mais ce qu'on veut dire. On en parle. Ça, non, c'est pas sérieux. Je vous dirai jamais un truc pareil. Je vous dirai pas on cherche un CFO. Non. Ah oui? On prend du temps, on regarde. Soit on le fait pendant 1 heure, soit on le fait pas. OK. Et on a des missions. OK. D'autres questions, les amis? Mission dans l'IT, oui, il y a des missions dans l'IT. Oui. Aujourd'hui, je ne sais pas. Non, on coûte toutes les fonctions. Alors, c'est vrai que ce qui revient très souvent, c'est DG, patron de BU, CFO, DRH, directeur des opérations, supply chain industriel, mais on a des directions juridiques, des CIO, des directions marketing, des patrons de la transformation qu'on peut chercher, directeurs commerciaux, on en a un peu, ce n'est pas le gros de l'activité, mais on en a. Pas beaucoup de R&D, mais de l'engineering aujourd'hui, par exemple. Il n'y a plus de questions. Si une question sur le portage salarial, comment travaillez-vous
comment recourez-vous, c'est ça, au portage salarial avec vos managers et qu'est-ce qui est important pour vous dans la relation avec une société de portage? Et nous, on n'a pas de relation avec les sociétés de portage. Ce n'est pas nous qui les ont travaillées, ce sont les managers qui font travailler les sociétés de portage. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on conseille un manager qui n'a pas ses habitudes. Oui. On lui conseille 2 ou 3 sociétés avec lesquelles on a déjà fonctionné, c'est-à-dire qui nous ont déjà facturé, avec lesquelles on est en confiance. Ce n'est pas le cas avec toutes, malheureusement. Oui, celles qui vous payent 1 000 € de fixe et puis le reste dans 2 mois, il y a des choses, puis les feuilles de paye, ça peut être tellement trafiqué, il faut faire attention à ça. Hein, donc il y en a 2, 3 qu'on recommande. Je crois qu'on n'a pas le droit légalement de recommander une seule. Mais voilà, on ne travaille pas main dans la main avec une société de portage, pas du tout. Ok. Dans le retail, nous demande Lilian, vous avez un pourcentage de missions qui est de quel ordre? Pas mal. On n'a pas fait d'études sectorielles, mais on a pas mal de missions dans le retail. Ouais. Que ce soit B2C. Et puis, oui, autour de la supply chain dans le retail. Oui. Ok. Si vous voulez poser des questions en direct, allez-y, hein, prenez la parole, déconnectez votre micro et profitez des quelques minutes qui nous restent en compagnie de Flore et de Violaine. Jérôme Guillemot, si je peux Jérôme, poser 2 questions. Vas-y. Une première qui est sur ce que vous appelez, enfin ce qu'on appelle l'hybridation là depuis le début. En réalité, c'est une réaction au morcellement et à l'évolution du marché français parce que il se trouve que j'avais des équipes, enfin j'avais des responsabilités globales et j'avais pas mal de gens aux États-Unis et en Angleterre, et ce morcellement du marché avec des allers-retours entre des périodes longues de contrat ou de CDI, même si le CDI était beaucoup moins utilisé, existait déjà en Angleterre notamment. Donc c'est juste qu'on est en train de s'aligner petit à petit avec la pratique anglaise et américaine, j'ai l'impression. Donc ça, c'était le premier. Et le deuxième, c'est tout à l'heure, vous avez parlé de services financiers. Les services financiers, comme c'est très large et très vaste, est-ce que vous êtes présent sur les services financiers qui sont, je dirais, plutôt les banques, les assurances? Et si oui, ou même les fintech, puisque maintenant on parle beaucoup de fintech. On a pas mal travaillé, par exemple, sur le projet d'intégration de HSBC Retail dans My Money Bank. D'accord. D'accord. Ok. Ok, et sur l'hybridation, vous êtes d'accord? On a eu une mission de DSI en Europe de l'Est pour une banque. On a travaillé pour des courtiers en ligne. Fintech stricto sensu, je ne sais pas. Mais... On a eu des pitchs. Ouais. Mais il y a des gros projets comme ça. C'est vrai que My Money Bank, c'était un gros projet avec plusieurs missions. Et sur l'hybridation, Igor et Violaine, vous êtes d'accord? C'est la transcription en France de ce qu'on constate déjà depuis de nombreuses années ailleurs? Je ne sais pas ce que c'est. Enfin, je sais pas très bien ce que c'est le morcellement du marché, Jérôme. Qu'est-ce que vous entendez par là? Par là, enfin, si vous voulez, moi, le contracteur, oui. Voilà, c'est ça. Il y a des contracteurs aux Pays-Bas, il y a 2 millions de contracteurs, il y en a plus en Angleterre ou aux US, parce que le CDI est un peu marqué dans le marbre dans les pays latins. Le droit du droit social est quand même plus compliqué en France, en Italie et en Espagne. Et c'est en train d'évoluer pour plein de raisons. Et c'est vrai qu'on suit un peu ces pays-là. Alors, c'est des contraintes, je pense, surtout économiques et le rapport au contrat de travail qui est un peu différent parce qu'il est rompu. Regardez, il y a 15 ans, quand un politicien se faisait virer, moi j'en voyais, il était en pleurs. Quoi. Ça ne pouvait pas lui arriver, ce n'était pas possible parce qu'il avait fait X. Bon, maintenant, un X qui se fait virer, il se dit je vais prendre un nouveau job. Ça a vraiment changé en 10-15 ans. Donc, oui. Donc on suit ces pays-là, je crois qu'on suit surtout l'évolution du marché, du travail et puis du rapport au travail. Non, c'est tout à fait ça. Et je pensais aux contracteurs, puisque vous les avez cités. Moi, j'en avais à Londres et aux États-Unis. Et d'ailleurs, c'était des contracteurs parfois qui pouvaient rester des années. Hein. Enfin, il n'y avait pas de limitation dans le temps.
Voilà, donc c'est encore oui, c'est ça qui est intéressant, c'est que parfois le CDI c'est court et puis le contrat c'est long, si vous voulez. C'est pour ça que c'est. On va laisser la parole à Monique et puis après, je donnerai la parole à Jean Lierman qui va poser sa question, qu'il a mise dans le chat. Monique, à toi. J'ai eu la réponse entre toutes les réponses. J'ai eu la réponse à mes questions. Bon, ma question peut-être bien avant, c'était par rapport aux PME. On a parlé des startups, mais il n'y a pas les startups dans les petites entreprises. La PME industrielle, la PME, bon, et qui n'est pas facile à trouver et qui a vraiment besoin de managers de transition. Voilà. On peut partager la plupart du temps. Et qui a parfois une mission très intéressante. Moi, j'ai travaillé 3 ans dans une PME, donc je sais dont je parle. Merci Monique. Oui, Jean Lierman ou Michel Lequignot aussi? Oui, moi j'ai posé la question, c'est êtes-vous transparent dans votre rémunération quand il s'agit par exemple de négocier conjointement une baisse du TJM et de la commission? Moi, ça m'est arrivé et j'ai eu 2 cas. J'ai eu un cas où finalement c'était moi qui devais baisser mon taux et puis le cabinet ne l'a jamais fait en disant oui, il faut prendre le client, etc. J'ai eu un autre cabinet qui m'a dit écoute, voilà, nous on est à tant et tant de pourcents, je vais descendre de 10%. Est-ce que tu es d'accord pour descendre 10% parce qu'on le veut conjointement? Voilà. Alors déjà, la baisse des taux, nous on ne la voit pas. On est effectivement transparent sur les marges. Nous, on dit on prend environ 33% de marge sur le prix de vente. Oui. Un peu moins, un peu plus, en fonction de l'âge du capitaine. C'est vrai qu'il y a des missions qui sont super compliquées. On peut monter, on va rarement à 40, mais peut-être quand il faut suer 100 et haut. Et au bout d'un moment, quand c'est facile, on peut tomber à 25-30% de marge. Mais ça, vous le savez, on vous le dit. Alors, négocier à la baisse, on a pu gratter par moment 50 ou 100 euros, ce qui n'est jamais agréable, si vous voulez. Mais ça nous arrive assez rarement de faire ça parce qu'on trouve que ce n'est pas respectueux. Ou alors, s'il y a des gens qui ont des tarifs qu'on trouve un peu délirants. J'ai vu un CFO pour une PME qui demandait, qui avait une carrière tout à fait correcte, mais pas exceptionnelle, qui nous demandait 1 600 euros par jour. Je trouvais que pour un CFO, pour un objet de 100 millions d'euros, c'était un peu élevé, si vous voulez. Je trouvais qu'il était un peu hors marché. Mais nous, on va se battre avec notre client. Et quand ça coince, c'est qu'il ne faut pas faire la mission. C'est comme dans la chasse, si vous voulez. On vient d'un cabinet. Nous, on a un minimum fee dans la chasse. Quand quelqu'un me dit, je vous donne 20 000 euros d'honoraires, on ne se comprend pas. Et on leur dit, c'est super, vous allez trouver même 0 d'honoraires, tout au succès. Sauf que ce n'est pas tout à fait la même qualité. Alors, je ne dis pas qu'on ne négocie pas, mais avec vous, ce sera un peu marginal, je pense. Ce sera un peu marginal. Okay. Non, mais on négocie avec le client. Surtout, c'est ça. Nous, on négocie pas avec le manager. Je ne parle pas avec moi, je parle avec le client. Avec le client. C'est-à-dire que le cabinet m'a dit, écoute, voilà, on veut à tout prix ce client, toi comme moi. Moi, je vais devoir baisser. Si toi, tu fais aussi un effort, on y va tous les deux. Écoutez, je crois que ça nous est arrivé une fois. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a négocié 10% du tarif en bonus payé tous les 3 mois. D'accord. Voilà. D'accord. Alors, s'il vous plaît, moi, je voulais dire et gratter sur les frais de vie. Moi, j'ai un cabinet qui me dit, le client me donne tant. Écoutez, mais vous habitez Paris, lui, il est dans l'Est. Les frais de vie, je n'arrive pas à les négocier. Alors, nous, ça nous est absolument jamais arrivé. Non, ça jamais arrivé. On n'a jamais eu de problème avec les frais. Non. Okay. Parce que le client disant au cabinet, trouvez-moi quelqu'un dans la région. Bon, le cabinet me dit… Oui, non, mais ça arrive souvent que le client veuille absolument avoir quelqu'un dans la région. Rester dans un budget et les frais de vie, alors que c'est un autre compte, les frais de vie, c'est pas les honoraires. Et les frais de vie sont intégrés au taux journalier. Non, on n'a jamais eu on ne vous entend pas très bien, mais… Oui. Non, mais les gens doivent être logés. Regardez ce qu'ils font. Je pense que sur ce débat-là, quand vous travaillez avec Ernst & Young ou McKinsey ou je ne sais pas quoi, ou Bering, vous payez les frais. Et vous les payez très cher. Donc, après, ce n'est pas les 4 étoiles, mais il faut que ce soit des conditions correctes. Et ça se négocie. Le problème, c'est que quand ça tombe sur vous, c'est que ça n'a pas été bien négocié à l'avance. Donc, nous, on leur dit, les frais de déplacement et d'hébergement sont à la charge du client.
généralement, on dit conformément à la politique du client. Bon, voilà. Complètement. Ça n'a jamais posé de question. Et même parfois, ils sont prêts, j'ai eu un cas récemment, à dépasser largement la fourchette. Donc, alors, nous, on n'a jamais eu un problème là-dessus, jamais. Moi, c'est la deuxième fois que j'ai affaire à ça en disant le client a envisagé tant et là-dedans, oh, vous habitez Paris, c'est dans l'est de la France, donc il y a des frais de vie. Qu'est-ce que vous êtes prête à faire comme effort là-dessus? Ok, Monique, on va pas. Michel Lequignot souhaitait savoir quelle était la durée moyenne d'émission chez Kint. Enfin, s'il y en a une, hein, c'est 2 durées moyennes. 9 mois. 9 mois. 9 mois. Et vous 9 voyez, mois. Très rarement de mission de moins de 3 mois. d'accord, Et ça peut aller jusqu'à 2 ans. On a des missions très longues. Hein, ouais. d'accord. C'est ce que je voulais savoir. Et vous voyez une tendance au rallongement, s'il vous plaît, ou au contraire à la fragmentation des missions? On est trop jeune pour voir une tendance. Non, c'est pas. D'accord. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle avant de conclure cet échange? N'hésitez pas, hein, c'est l'occasion. Non? OK. Bah, écoutez, je vais conclure cette soirée en remerciant évidemment nos intervenants, Violaine et Igor. Bravo, merci beaucoup pour votre intervention très intéressante. Je crois que c'est un sujet, l'hybridation, dont on n'a pas peut-être assez parlé, mais qu'on a bien compris désormais. Le management de situation également. Moi, j'ai retenu une phrase que vous avez citée, c'est que les carrières sont des successions de temps long et de temps court, et ça de plus en plus. C'est bien vrai. On le constate tous les jours. Avant de vous laisser la parole pour le mot de la fin, je voulais peut-être aller partager l'écran encore une dernière fois sur il est presque 20 h, donc c'est l'heure du Rôti Express pour les habitués. Hein. C'est le petit sondage qui permet de mesurer l'intérêt de cette soirée pour vous. Donc n'hésitez pas à le faire grâce au lien qui s'affiche ou que j'ai remis dans le chat, ou grâce au QR code qui s'affiche. Ça, c'est la première chose. Hein. Je vous laisse cliquer sur le lien en question, où je vous l'enverrai également. N'hésitez pas à le faire. Et puis, dernier point, peut-être, c'est... Eh bien non, j'arrive pas à passer au slide suivant. Si, voilà, vous dire que les 3 prochains webinaires que le Cercle organisera, eh bien, c'est lundi prochain avec Vita. Nous accueillerons donc Sébastien Gros et Claude Giraud, qui diront qu'il est important de se connaître soi-même pour mieux convaincre comment dire, en entretien pour gagner des missions, ou en entreprise pour convaincre ses collaborateurs du changement, des transformations. Donc, bien se connaître. C'est lundi 11. Hein. Soyez présents. Le mardi 19, on fera une réunion des abonnés du Cercle, donc entre nous. Je rappelle qu'il y a 200 abonnés au Cercle et 1000 personnes qui ont laissé leur profil sur le site. Et puis le 25, on accueillera Béatrice Louvet d'Upskills, qui est directrice, Béatrice, du département management de transition d'Upskills. Voilà. Tiens, j'admets Jean-Yves Bellaclasse qui nous rejoint, mais qui a dû perdre le lien à mon avis. Voilà, je voulais terminer par remercier les personnes présentes. Hein. On était plus de 130 entre celles qui sont arrivées un peu tardivement et celles qui sont reparties un peu avant. Et donner la parole pour terminer à Violaine et Igor pour qu'ils nous disent le mot de la fin. À vous. Merci. Voilà. Merci. Et puis, non, le mot, c'est mouvement, c'est ce que disait Violaine. Oui. Mouvement dans tous les sens, c'est mouvement de soi, mouvement vers les autres, mouvement dans sa tête. Voilà. Mais c'est vrai que pour revenir à l'authenticité, là, le truc pour réussir un entretien, il faut être authentique. On est d'autant plus authentique qu'on se connaît un petit peu et qu'on a réfléchi un peu à qui on était et qui on avait envie d'être, etc. Se connaître soi-même, c'est
c'est une bonne clé aussi. Absolument. Merci. Merci François. Merci à vous. tous. Allez, merci à vous. Merci. soirée. À bientôt. Au revoir. À très Au bientôt. revoir. Au revoir. Au revoir. Merci Igor, merci Violaine. Merci, bonne soirée. C'était sympa. Merci.